Donc bonsoir à tous, à tous les gens qui nous regardent et qui vont arriver au fur et à mesure. Déjà, on vous remercie d'être présents ce soir. Je suis en compagnie donc de deux de mes camarades, donc moi Thomas avec Yeriché et Loris. Et on a décidé en fait de prendre la parole sur ce live ce soir pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment. Alors évidemment, on n'a pas toutes les réponses et on n'a pas vocation à avoir toutes les réponses. On n'est pas là pour donner des leçons, on n'est pas là pour vous donner des solutions toutes faites. On va surtout essayer de parler entre nous, de prendre vos questions, d'essayer d'apporter des éléments de contexte, des éléments peut-être de réponse, mais juste des éléments, pas des réponses toutes faites, pour... Alors on va pas refaire l'histoire, on va pas expliquer comment on en est arrivé là par rapport à la situation en Arsar, mais déjà comprendre ce qui se passe en ce moment et essayer peut-être d'avoir des pistes sur ce qu'on peut faire pour la suite. Donc n'hésitez pas à poser des questions, elles nous seront remontées au fur et à mesure. Et puis nous, on va essayer déjà de travailler sur trois aspects entre nous, de discuter. Ça va être une discussion, hein, plus que quelque chose de trop formel. On va essayer de parler de ce qui se passe actuellement en Arménie, puisqu'il y a une crise politique. On va essayer de revenir sur l'accord qui est en train de, qui a été signé. On ne sait pas même pas, je ne sais pas exactement, c'est un accord de paix, un cessez-le-feu, mais sur tout ce qui a été signé. Et dans la mesure évidemment de ce qu'on connaît, on n'a pas d'informations secrètes. Pour le coup, on a les mêmes informations que ce que vous pouvez trouver, j'imagine. Et on va essayer de revenir un petit peu aussi sur ce qui se passe avec la diaspora, et notamment sur le cas de la France, et sur ce que la diaspora peut potentiellement faire pour la suite. Donc pour commencer, on va parler un petit peu de l'Arménie. Je ne sais pas si tout le monde a suivi, pour contextualiser très rapidement, parce que moi-même, je n'ai pas suivi heure par heure, mais un petit peu avant l'accord qui a été signé par Nicole Pachinian, 17 partis ont appelé à la démission de Nicole Pachinian. Ça, c'était avant-hier dans la journée. Peu de temps après, l'accord a été signé par Pachinian. Et c'est même. Donc, il y a eu évidemment les énormes manifestations devant les institutions. Et les mêmes partis qui ont appelé à la démission de Pachinian ont refait un rassemblement tout à l'heure qui a ramené pas mal de monde. Et a priori, ils appellent toujours à la démission de Nicole Pachinian. Yeriché, Loris, je ne sais pas si vous voulez commenter. J'imagine que vous voulez commenter. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme élément? Je ne sais pas qui souhaite parler en premier, entre Loris ou moi. Non, mais alors déjà, de manière générale, outre la situation politique en Arménie, c'est une situation, n'ayons pas peur des mots, qui est terrible pour le peuple arménien dans son ensemble, qui ne concerne pas que l'Arménie, l'Artsakh, mais l'histoire du peuple arménien de manière générale. On est, je pense, tous conscients de ça, donc on ne va pas jouer... on va pas, du moins, parler pendant 2 heures du fait à quel point c'est catastrophique. C'est catastrophique. On va pas mentir aux gens. On n'est pas, on essaye de poser des mots sur sur quelque chose qui est, sur une certaine souffrance aussi, hein, de la part des gens qui n'ont pas forcément vécu la situation là, directement sur place en Arménie, au front, mais qui sont tristes de la situation. Voilà. C'est une tristesse que partage le peuple arménien de manière générale et on ne va pas s'en cacher. À Chajoum, on est plutôt contre l'étalage de tout ça. Par exemple, avant cette guerre, on ne publiait quasiment jamais des images, enfin on ne faisait pas un décompte des soldats tués lors des accrochages sporadiques. On n'a jamais diffusé de photos de cadavres, même pendant la guerre. On ne diffuse pas, on ne veut pas montrer l'image d'un peuple arménien et d'un Arménien en faiblesse. On est contre ça, nous. C'est pas notre truc. Maintenant, voilà, la situation est triste, on est tous meurtris. Certains plus que d'autres, ceux qui ont de la famille là-bas, et c'est à eux qu'on pense. Ceux qui ont de la famille en Arménie, ceux qui ont de la famille au Karabakh, en Artsakh, ceux qui ont perdu des proches au combat, ou des civils à cause des bombardements au phosphore, on en reparlera probablement, des bombardements avec des armes parfois interdites, dans tous les cas sales, on va le dire. Toutes les armes sont sales, mais là particulièrement, surtout quand elles sont tirées contre des civils. Et puis, une pensée aux familles des déplacés et aux déplacés eux-mêmes. Voilà, c'est surtout ça. On va pas se cacher, on va pas se cacher les choses. C'est une défaite. C'est une défaite militaire, c'est une défaite collective. C'est une défaite nationale, mais je dirais, et ce n'est pas seulement des mots, mais je ne pense pas que ça soit la défaite de nos soldats. Les conscrits, les gamins,
Les hommes qui les ont rejoints, les femmes aussi et les vieillards qui sont venus en tant que volontaires n'ont pas perdu cette guerre. Ils se sont battus de la manière la plus forte possible contre plusieurs armées. Contre l'armée de l'Azerbaïdjan, certes, beaucoup plus équipée et avec des moyens bien plus grands que les nôtres, contre l'armée turque, contre les armes de l'OTAN, contre une partie de l'armée pakistanaise, contre les milliers de mercenaires islamistes. Et ils se sont, je trouve, plutôt bien battus compte tenu de l'écart des forces, quand on sait que l'armée arménienne n'a pas d'armée de l'air, et que eh bien, l'ennemi bombardait nuit et jour. Donc voilà, je pense qu'on parlera de plein de choses dans ce live. Je ne sais pas si Loris... Oui, bonjour. Bonjour à tous, hein. Désolé, j'ai des conditions techniques un peu compliquées. Non, non, j'ai rien de plus à- à affirmer. C'est évidemment une défaite malheureusement cuisante, hein, au niveau national. Et quand je dis national, c'est pas à l'échelle de l'Arménie, mais c'est à l'échelle de l'Arménie et de sa diaspora, de tout le peuple arménien constitué en tant que nation. C'est une défaite évidemment qui va poser les problèmes de sécurité de l'Arménie en tant qu'État par la suite, visiblement, vu les termes de l'accord. Euh, voilà. Pour aller, les seules notes positives qu'on peut émettre, c'est que je pense que l'ennemi, que ce soit l'armée pakistanaise, les djihadistes islamistes mercenaires de Syrie, les forces spéciales turques et évidemment surtout l'armée azerbaïdjanaise, ont payé très chèrement le fait d'avoir envahi les trois quarts des territoires arméniens qu'ils ont pris, parce qu'il s'agit des trois quarts de ce qui était sous la possession des forces armées arméniennes. Voilà, ils ont payé très chèrement ce qu'ils ont pu prendre. Voilà. Mais ça reste une défaite, évidemment, hein. On pense maintenant à la reconstruction du pays parce qu'il y a plus de 1000 morts. Il y a des milliers de blessés, des mutilés, des défigurés, des traumatisés. Et ça va être l'avenir va être très dur. Et effectivement, au niveau de la suite, évidemment, il y a actuellement une crise politique en Arménie. On ne va pas spécialement s'étendre dessus parce qu'on n'a pas plus d'informations et On peut en parler quand même. Hein. on peut en parler rapidement. Et dans tous les cas, Euh, vas-y, vas-y. non, non, on peut en parler, on peut en parler. Euh, nous, à Chajoum, on reste toujours très loin des jeux politiciens. On a soutenu fraternellement le soulèvement de 2018. On a soutenu le peuple arménien lorsqu'il était en révolte, parce qu'il se défendait pour ses droits et que la situation était intenable avec ce qu'on appelle l'ancien régime, celui des oligarques. Il y avait un danger de mort pour l'Arménie, très clairement. Si la situation perdurait, avec les gens qui partaient du pays, aucun espoir d'avenir, économiquement parlant, socialement, des injustices de tous les jours. Et finalement, l'ennemi s'était installé à l'intérieur du pays. Bon, une fois qu'on a fait ce constat-là, forcément, on est avec le peuple qui décide de reprendre son destin en main. Donc, on était en solidarité totale, bien évidemment, comme beaucoup d'Arméniens d'ailleurs. C'était une lutte du peuple arménien de manière générale aussi, en 2018. Après, nous, à Chajoum, on n'a jamais voulu soutenir telle ou telle personne. C'est pas notre truc. On refuse, par exemple, à notre antenne, si je pourrais m'exprimer ainsi, on n'accueille pas de représentants d'un État, sauf l'État d'Artsakh, qui est un État autodéterminé. Mais on ne donne pas la parole à des élus. On refuse les jeux de pouvoir politiciens. Donc, les guéguerres politiciennes qui renaissent aujourd'hui en Arménie, elles nous intéressent peu. Par contre, je pense qu'on peut comprendre tous, ceux qui sont dans cette discussion, mais ceux qui nous regardent et nous écoutent, que forcément le peuple arménien n'est pas content de ces accords qui ont été signés, n'est pas content de cette défaite. Et bien évidemment, c'est le jeu de la démocratie, si c'est le projet de 2018.
Et c'est le projet de 2018. Ils ont le droit de se révolter, d'être en colère. Et moi, je partage cette colère. Cet accord est pas tenable. Bon, on verra comment les choses vont évoluer. Après, voilà, moi, je m'oppose à. Enfin, bien évidemment qu'on n'est pas dupe et que certains essayent de tirer leur épingle du jeu pour revenir au pouvoir. On n'est pas dupe, bien sûr. C'est pas le moment, je crois, de guerroyer les uns contre les autres, mais de se poser les questions de comment rebâtir, de comment reconstruire. Et on a une question qui vient de nous arriver qui fera peut-être d'ailleurs la transition avec la suite pour parler de l'accord. Quelle est notre vision sur les semaines à venir concernant l'application de cet accord, le rôle de la Russie, de la Turquie? Voyez-vous un rôle pour la France et les États-Unis? Wow. Déjà, pour parler sur la partie un peu plus géopolitique, la Russie a gagné, hein. Et ça on reviendra dessus, mais le seul gagnant, le vrai gagnant dans cette guerre, plus encore je pense que l'Azerbaïdjan, c'est la Russie, qui a pu remettre des soldats sur une zone sur laquelle elle n'était pas présente. Alors évidemment l'Azerbaïdjan a gagné, par rapport à l'Arménie, mais c'est la Russie qui a fait une écrasante victoire diplomatique, ce qui répond tout de suite pour la France et les États-Unis, c'est fini. Je ne vois pas comment ils peuvent revenir maintenant dans le jeu à court terme, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, mais même le groupe de Minsk, là il était question, je crois que le groupe de Minsk travaille avec les acteurs, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le groupe de Minsk, c'est fini, il n'a rien fait depuis 30 ans, et là il a montré son inefficacité. La France a montré son inefficacité avec des déclarations favorables à l'Arménie, mais qui n'étaient que des déclarations qui n'ont rien donné dans les faits, avec une déclaration à toute fin de Emmanuel Macron après la signature de l'accord pour dire qu'il faut un accord qui respecte les intérêts de l'Arménie. Oui, c'est gentil. Ça fait 44 jours de guerre. C'est avant qu'il fallait le dire et qu'il surtout fallait donner les moyens d'avoir un accord de cette nature. Donc, moi, à titre personnel, le rôle de la France et des États-Unis, j'en vois pas dans la suite de ce conflit, en tout cas à court terme. On ne sait pas ce qui peut se passer dans 3, 4, 5 ans, mais là, sur les 2 prochaines années, je ne vois pas comment ces pays peuvent revenir. Sur la Turquie, c'est un petit peu délicat, parce que d'un côté, ils ont gagné la guerre militaire avec l'Azerbaïdjan, ils ont fait une démonstration de force avec leur appareil de sécurité, avec leur matériel, avec leurs drones. Il faut comprendre aussi qu'on a servi de démonstration au monde entier sur l'efficacité des drones turcs, si c'est presque une guerre qui était commerciale aussi pour eux. Dans l'accord final, pour l'instant, ils ne sont pas mentionnés, mais il y a des bruits qui courent, des gens qui disent qu'ils auraient des troupes qui resteraient en Azerbaïdjan, auquel cas c'est une grande menace pour nous. C'est peut-être pas forcément positif pour l'Azerbaïdjan non plus, il y a une présence turque en permanence, je sais. Dans le même temps, la Turquie a dû lâcher du lest visiblement sur le terrain syrien. Donc, est-ce que la Russie s'est imposée et a complètement fait sortir la Turquie de cet accord? Ou est-ce qu'il y a eu un marchandage qui s'est fait entre plusieurs terrains? Là, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Toujours est-il que la Turquie reste quand même une victorieuse en partie dans cet accord, ne serait-ce que pour le soutien aux frères azéris. Thomas, tu bugs un peu. C'est Ah, juste pour prévenir les gens qui nous regardent que si ça coupe, parce que si Thomas coupe, on coupe tous, si j'ai bien compris. Donc on relancera ouais, le live, vous inquiétez pas s'il y a un souci. Tu coupes beaucoup. je coupe Ouais. beaucoup. D'accord, désolé. Ça bug beaucoup. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis sur la victoire de la Turquie, militairement, commercialement, géopolitiquement, mais aussi militairement. Enfin, militairement, c'est indéniable. Ils sont venus combattre un allié présumé de la Russie dans le jardin caucasien russe. C'est comme si les Russes étaient allés combattre euh, un, au, contre un peuple autochtone au Canada, dans la zone d'influence nord-américaine. Voilà. C'est ce que la Turquie a fait. La Turquie a envoyé des milliers d'hommes pour combattre, notamment pour la prise de Chouchi. Je ne suis pas certain que les Russes soient. Après, on verra ce que l'avenir nous dira et nous ne pouvons pas le prédire et nous n'avons pas tous les éléments. Mais je n'ai pas l'impression que la Russie ait vraiment gagné quelque chose, si ce n'est d'être défié sur son propre terrain par son adversaire turc, qui n'est pas son ennemi, qui est son partenaire parfois, souvent,
mais qui est son adversaire tout de même dans le jeu de pouvoir de la région Proche-Orient et maintenant sud-caucasienne. Moi, sur la Turquie, j'aimerais dire quelque chose aussi. Pardon. En plein milieu de cette guerre, vous vous souvenez, grande solidarité musulmane internationale, pourtant, les Ouïghours persécutés par la Chine sont lâchés par la Turquie. La Turquie veut resserrer ses liens avec la Chine. La Turquie, avec cet accord-là, obtient la possibilité de faire la jonction entre l'Azerbaïdjan, en passant par l'Arménie. Cette fameuse route dont on parlera tout à l'heure lorsqu'on évoquera les accords, l'accord signé par Pachinian, Poutine et Aliyev, la Turquie a une ligne directe sur la mer Caspienne. Et ça, c'est quelque chose qui n'était vraisemblablement ni voulu par la Russie ni par l'Iran. Ils font une jonction pan-turquiste avec le Nakhitchevan. Sur les gagnants aussi, tu parlais du commerce d'armes turc qui va se porter très bien puisqu'ils se sont amusés à tester sur une pauvre population civile autochtone leurs drones. Israël aussi. La mobilisation d'Israël dans cette guerre est sans précédent ces dernières années. Même dans le conflit syrien, ils ne se sont pas autant bougés. Ils ont été un véritable pourvoyeur d'armes à l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas innocent et je crois qu'il n'y a pas uniquement une base israélienne qui a été négociée dans le nord de l'Iran, c'est-à-dire en Azerbaïdjan, mais je crois que ça arrange beaucoup Israël qu'il y ait une proximité encore de l'Azerbaïdjan avec la frontière iranienne tout le long. La fameuse route, on va voir comment les choses vont se passer à l'avenir, mais je crois que ça arrange aussi Israël de se rapprocher de cette frontière avec l'Iran. Je crois qu'il y avait la question aussi de la France. Oui, de manière la générale, France, les États-Unis. l'Union européenne s'est quand même félicitée de ces accords, qui sont des accords vraiment à la défaveur du peuple arménien. Sur l'Arménie, j'aimerais dire quelque chose aussi, sur la mise en œuvre, tu disais. Certes, Nicole Pachinian a signé, mais je crois que, bon, c'est catastrophique, je ne sais pas quelle solution va émerger, mais je crois que le Parlement arménien serait bien inspiré, on peut en débattre, hein, de rejeter cet accord. Ça serait symbolique, mais ça voudrait dire que l'Arménie ne reconnaît pas ces nouvelles frontières de l'Azerbaïdjan. En droit international, pour ce que ça vaut, on sait bien que voilà. Mais c'est important quand même de ne pas reconnaître des frontières que l'on n'accepte pas. Ça ne change rien au rapport de force sur place, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan ne va pas se retirer, mais l'Azerbaïdjan, je ne les vois pas attaquer l'armée turque, l'armée russe qui est positionnée aux alentours de Stepanakert, par exemple. Je crois que pour l'avenir, il faudrait au moins ne pas reconnaître la frontière de l'Azerbaïdjan. L'Arménie ne reconnaît pas explicitement la frontière de la Turquie, puisque la Turquie occupe une partie de l'Arménie occidentale, enfin occupe l'Arménie occidentale. Donc voilà les implications pour l'instant sur la mise en œuvre avant que ça commence, parce que c'est à partir du 15 novembre que les choses vont commencer. Moi, pour compléter, sans revenir sur le détail des jeux des différentes puissances impérialistes qui travaillent dans cette région, donc on parlait tout à l'heure de la Turquie, de la Russie et de la France, auquel on peut aussi ajouter l'Iran, hein, parce que l'Iran a fait volte-face, hein, il faut être honnête. En fait, pour parler plus sérieusement, plus directement de nous, du peuple arménien, je ne comprends pas encore pourquoi n'est pas un dicton populaire arménien, voire limite une devise nationale, que nous sommes tout seuls. Nous avons toujours été tout seuls, nous serons toujours tout seuls, et nous avons été lâchés par tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui attendaient le coup de main de la Russie, ben on a vu ce que c'est. Hein. Ça veut dire qu'ils nous vendent peu d'armes, et en plus, c'est des armes qui sont obsolètes. Ils envoient des forces d'interposition une fois qu'on a perdu, et pas avant. L'Iran, on a vu ce que l'Iran, qui est aussi un pays qui a son impérialisme propre, a fait. La Turquie, on s'en doutait pas, on s'en doutait évidemment.
la France, les États-Unis, l'Union européenne. En fait, ce n'est pas une surprise de notre point de vue que l'impérialisme, enfin que, du moins que la nation arménienne a comme ennemi l'impérialisme en tant que tel, parce que tous les empires nous sont défavorables. C'est-à-dire, quel empire est venu nous sauver déjà? L'histoire de la trahison russe, c'est une histoire qui remonte à 1828, dans les premières fois. Et tous les 100 ans, on les trahit d'ailleurs. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que ça, nous le savons. Mais comment est-ce que des personnes ont pu perdre de l'énergie et du temps à penser que, alors je ne parle pas des dirigeants de l'Artsakh ou de l'Arménie, mais je parle dans la population, chez nous, à se dire c'est bon, de toute façon, la Russie nous protégera. Comme à une époque, on nous disait d'ailleurs, de toute façon, tant que les États-Unis n'ont pas reconnu le génocide arménien, on ne pourra rien faire. Bon, on fait quoi depuis d'ailleurs? On fait toujours rien. Donc il faut bien, pour repolitiser les choses très clairement, se dire notre ennemi, c'est l'impérialisme. L'impérialisme pan-turquiste, évidemment, parce que c'est celui qui nous fouette directement, mais les autres, ils sont tous contre nous. Hein. Dans les conséquences dramatiques aussi, bien sûr, c'est la principale, donc forcément, on ne l'a pas évoquée, elle n'est pas géopolitique cette fois-ci, c'est la disparition de la présence arménienne dans les 3/4 du territoire de l'Artsakh. Et c'est un écho direct à la disparition des Arméniens du Nakhitchevan. Il n'y a plus d'Arméniens au Nakhitchevan à cause d'un nettoyage ethnique mis en place par l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, si les choses restent en l'état, eh bien, je crois qu'il y avait 12 000 km² sous contrôle arménien en Artsakh. Aujourd'hui, il y aura des Arméniens à peu près que dans 2500 km². Ça va être très compliqué. Plus la question des réfugiés. Comment vont-ils retourner à Stepanakert? Comment vont-ils vivre dans des conditions acceptables, en sécurité, acceptables du point de vue social, du point de vue de l'enclavement de Stepanakert qui nous est prédit, mais aussi comment vont-ils pouvoir, ne serait-ce que construire leur avenir dans un endroit où ils seront menacés peut-être en permanence. Donc cette question, elle se pose, on n'a pas les réponses, mais elle est dramatique. On continue sur les questions qu'on reçoit. Alors, on reçoit beaucoup de questions et on prend du temps pour y répondre. Il y a certaines questions sur lesquelles on répondra plus tard dans le reste de l'analyse, donc ça ne sera pas forcément tout répondu dans l'ordre, il ne faut pas s'inquiéter, mais on essaiera de répondre évidemment à tout dans la mesure du temps qui nous est disponible. Pour rebondir, je vais coupler deux questions à la fois. Une qui est, c'est deux questions qui n'ont pas forcément de lien d'ailleurs. Une qui est qui peuvent être nos alliés, vu qu'on est seul et que tous les empires sont contre nous. Quelqu'un qui rebondissait comment ne plus être seul. Et une autre que je vois qui est comment est-ce que les Russes pourraient construire une base militaire en Artsakh? Je peux commencer sur la base militaire en Artsakh. Bien sûr. C'est plausible. Je n'y avais pas pensé. Ça serait pas forcément étonnant. C'est pas obligatoire, hein, c'est pas du tout automatique. Ça pourrait être un moyen pour eux de continuer à être présents en Azerbaïdjan. Maintenant, il va falloir réussir à faire passer la pilule d'un point de vue international et d'un point de vue des pays concernés. Mais de fait, en ayant en tout cas une présence sur place pour 5 ans et qui peut durer plus longtemps, peut-être qu'il va y avoir une sorte de magouille pour que en fait, enfin, les Russes, leur intérêt, ça va être de rester le maximum possible. Et même si ce n'est pas une base en tant que telle, c'est pas très différent. Donc c'est peut-être un de leurs objectifs. Mais les Russes auront forcément une présence, puisque dans l'accord, il est prévu que les Russes restent stationnés là au moins 5 ans. Donc oui, ils auront une sorte de base militaire. J'attire quand même l'attention de nos auditeurs sur le fait que le général qui a été nommé pour diriger cette force d'interposition russe, c'est le général Mouradov, qui est d'origine azerbaïdjanaise. Alors, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Vraiment, je ne sais pas. Mais ça fait quand même écho à 1919, lorsque les Britanniques qui occupaient l'Artsakh ont nommé un gouverneur azerbaïdjanais Khosrow Sultanov, il me semble. Ça a donné ce qu'on sait, c'est-à-dire une situation dramatique avec des massacres
d'Arméniens. Alors, je ne dis pas que les Russes seront mal intentionnés vis-à-vis de la population civile, mais méfiance quand même, pas forcément pour ses origines, mais d'une manière générale, il faut savoir quelque chose. En tout cas, ce constat, on peut le faire historiquement. Le nationalisme azerbaïdjanais n'a jamais posé problème aux Russes. C'est un nationalisme qui est anti-arménien, c'est un nationalisme qui souhaite la mort des Arméniens, mais il n'est pas axé, contrairement au nationalisme arménien, sur la souveraineté nationale. Ce n'est pas un nationalisme de libération nationale. Donc, il ne pose pas de problème aux Russes. Et d'ailleurs, les Russes ont laissé faire les pogroms anti-arméniens partout dans la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. Sur l'autre question, du coup, quels seraient nos alliés par rapport à toutes les puissances Pardon. impérialistes? Moi, de mon côté, honnêtement, j'ai pas de réponse. Il y a plein de gens qui peuvent nous soutenir, hein, mais s'il faut attendre le soutien d'une puissance impérialiste, il n'y en aura pas. Donc, il n'y aura pas de grande puissance qui va nous soutenir, parce qu'il faut être honnête, quand on regarde l'Azerbaïdjan, il y a des ressources, il y a une position géographique qui est intéressante. L'Arménie, c'est des montagnes, ça n'a aucun intérêt pour personne. Alors, il y a une diaspora, donc c'est bien de leur donner un petit quelque chose une fois de temps en temps, des lois déclaratives, des motions qui passent à des parlements où elles sont censurées après, mais les grandes puissances n'ont rien à faire de nous. Donc, à part avoir la Grèce qui va un petit peu déstabiliser, un petit peu critiquer la Turquie en espérant déstabiliser Chypre, sur les manifestations, on disait les Kurdes sont avec nous. Malheureusement, les Kurdes ne sont pas une grande puissance non plus. Les Yézidis sont avec nous. Sans offense pour les Yézidis, ce n'est pas non plus une force qui fait changer les choses. Je ne vois pas comment, à terme, au mieux, ce qu'on peut avoir, c'est des empires qui contrebalancent un petit peu, comme l'Iran, qui sert ses intérêts et qui des fois nous soutient, des fois ne nous soutient pas, mais qui n'est pas complètement hostile à nous, comme ça peut être le cas de la Turquie. Mais je suis assez pessimiste à ce niveau-là. Je ne vois pas d'alliés, très sérieusement. Ça fait des siècles qu'on cherche les empires, on ne les a pas. Effectivement, diplomatiquement, les Kurdes ont été nos alliés dans cette affaire pour le poids diplomatique qu'ils ont. Les Yézidis, évidemment, franchement, il faut vous rappeler quand même le sacrifice qui a été fait par des centaines de Yézidis en Arménie, qui se sont battus aussi bien que les Ralabartis. À part ça, je ne vois pas. Il n'y en a pas. Plutôt que de chercher des alliés parce qu'ils ne frappent pas à notre porte, soyons plus forts. C'est facile à dire, mais il faut au moins essayer de l'être. Et être plus fort, c'est pas uniquement avec des armes, mais c'est aussi être plus fort économiquement en Arménie. C'est être plus fort en faisant, en prenant conscience de la force de la multitude. Et ça, c'est la question de l'unité aussi. Je crois qu'on en reparlera peut-être, notamment à la fin, je sais pas. Là, on était plutôt sur la deuxième partie de notre émission, sur les accords en eux-mêmes, mais plutôt que de chercher des alliés qui ne sont pas là, soyons forts. Et qui veut d'un allié faible? Soyons forts. Moi, pour compléter, évidemment, soyons forts. Bien sûr, vraiment. La bonne nouvelle de cette dernière année, c'est qu'il y a un an, donc, le gouvernement de Nicole Pachinian a lancé la production de fusils d'assaut. C'est logique. L'Arménie est un État, le peuple arménien est en danger en Arménie et au Haut-Karabakh. Mais pourquoi cette décision n'a pas été prise en 1994? C'est évident que l'Arménie est en guerre, malgré elle, guerre d'autodéfense. Pourquoi au moins de recherche militaire n'a pas été lancée en Arménie? Ça restait du bon sens que de dépendre de la Russie ou des autres. On a bien vu ce que ça a donné. En fait, c'est tout l'État qu'il faut, rediriger vers la question de la survie de la nation arménienne maintenant. Parce que pour l'instant, là, cette fois-ci, l'État n'a pas été en mesure de protéger le peuple arménien. Et protéger le peuple arménien, cet État-là ne prend pas forcément les contours de l'État libéral anglo-saxon, qui ne protège en rien, un État à l'anglo-saxonne ne protège en rien le peuple d'Arménie, ni économiquement, ni militairement, ni autre. La question, par exemple,
d'ouvrir la citoyenneté arménienne aux diasporiques qui doivent aussi s'engager, hein, pour créer une armée de réserve. Parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que les centaines et des centaines uniquement en France, hein, de personnes qui se sont engagées sur des listes auprès de l'ambassade d'Arménie. Il y a énormément eu d'inscriptions de gens qui n'ont pas été appelés, aussi parce qu'ils n'avaient pas de formation militaire. Mais il va falloir l'assurer maintenant pour ne pas être que quelques-uns sur le front si besoin il y a, mais être beaucoup plus. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est aussi le travail de la diaspora qui va devoir y répondre présent si l'Arménie fait ce choix-là. Alors, quand c'était du temps de Levon Petrosian, Robert ou Serge, évidemment, on peut comprendre pourquoi ils ne voulaient pas que la diaspora s'engage pleinement dans l'Arménie. Et maintenant, il faut passer la seconde, là. Alors, on reçoit beaucoup de questions, dont on va répondre probablement au fur et à mesure du live. Donc, on vous voit. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent si on a des informations sur certaines choses. On n'a pas plus d'informations que ce qui est public, hein. On n'a pas d'informations secrètes, malheureusement. Beaucoup de gens qui vous demandent aussi ce qu'on peut faire, est-ce que telle ou telle chose est utile. On en reparlera à la fin du live. Donc, on vous voit, on ne vous oublie pas. Mais on va d'abord parler d'autres sujets, notamment sur l'accord en tant que tel, essayer d'un peu mieux comprendre tous les enjeux qui peuvent y être liés. Et en premier lieu, la perte de la majorité du Karabakh, hein. Donc évidemment, il y a beaucoup de territoires qui ont été perdus. Il y en a deux types. Ceux qui, selon les résolutions de l'ONU, on aurait été obligé de rendre parce qu'ils sont... D'ailleurs, il y en a trois types. Ceux qui sont les territoires occupés qu'on devait rendre, ceux qu'on pouvait garder sous contrôle selon des négociations, grosso modo Lachin et Kelbadjar, et le territoire en tant que tel de l'Artsakh. Là, tout ça n'a plus de sens maintenant. Ce que l'Azerbaïdjan a pris, il l'a pris, et tous les territoires qui étaient autrefois hors de l'Artsakh sont récupérés sans distinction, sans savoir qu'est-ce qui est stratégique, qu'est-ce qui devrait prendre un petit peu plus de temps, c'est-à-dire Kelbadjar et Lachin. Donc à ce niveau-là, c'est une défaite qui est dramatique, y compris une bonne partie évidemment de l'Artsakh qui est amputée en tant que telle. Je vous laisse réagir un petit peu, Yeriché, Loris. Oui, je crois qu'on a tout résumé, et puis les gens savent aussi, voilà, il nous reste une portion congrue, enclavée, stratégiquement plus difficile à défendre, hein. Enfin, ça dépend, mais surtout Stepanakert, je pense à Stepanakert, moins au nord. Le nord est montagneux, donc. Mais c'est aussi, je pense aux couloirs de Lachin, à Belzor, etc., qui sont des endroits stratégiques parce que ils permettent de relier l'Arménie à l'Artsakh. L'accord parle de la construction d'une route sous 3 ans. Alors, on n'a pas de détails, mais c'est vraisemblablement l'Arménie qui va devoir payer cette route, la construire. C'est aussi, enfin, la partie, pour ceux qui sont déjà allés, il y a une partie qui correspond à ce qu'on appelle le corridor de Lachin, qui est avec beaucoup d'eau. Et puis, il y a la perte aussi symbolique. La part symbolique, c'est et c'est pas que des symboles, quand on sait l'importance que ça a dans le peuple arménien, mais c'est tous les monastères, les centaines de monastères, les centaines d'éléments du patrimoine historique arménien millénaire, des monastères du IVe siècle, le Dadivank, le monastère d'Amaras, c'est une perte inestimable. Le ministre par intérim de la Culture, Karimov, pardon, commençait déjà à exulter en disant nous récupérons nos vieux bâtiments historiques qui datent des Azéris antiques, qui seraient les Albanais du Caucase. Bon, ce qui est faux historiquement en plus. Enfin, on ne sait pas ce qu'ils vont faire de ce patrimoine. Soit ils vont faire croire au monde entier que c'était une preuve de leur existence passée, on n'est pas à un mensonge près. Soit ils vont beaucoup détruire, je pense. Ils auront peut-être le cynisme de garder la cathédrale de Chouchi pour montrer au monde que l'Azerbaïdjan est une terre de tolérance. Ils sont capables de tout. On a un travail vraisemblablement à mener pour préserver une partie du patrimoine historique arménien auprès de l'UNESCO, même si on sait que l'UNESCO sera toujours du côté des forts, ceux qui occupent les territoires, ceux qui font du lobby d'une manière active, ceux qui
mettent en place des campagnes de corruption aussi. Des fonctionnaires internationaux, comme on a eu au Conseil de l'Europe, l'Azerbaïdjan a payé des gens. Ça va être dur aussi d'obtenir quelque chose de l'UNESCO, puisque la vice-présidente d'Azerbaïdjan, l'épouse de Ilham Aliyev, est ambassadrice pour la protection du patrimoine auprès de l'UNESCO. C'est un poste honorifique, mais bon, en général, elle a dû payer quelque chose. Donc voilà, il y a tout ça. Et la perte de Chouchi aussi. J'ai été long, je m'en excuse, mais la perte de Chouchi. Chouchi, historiquement, dans le peuple arménien, c'est une base arrière, un refuge. C'était une capitale culturelle, ça a été une capitale historique de l'Artsakh, mais c'est aussi une zone difficile à prendre militairement, historiquement. Au XIe siècle, quand il y a l'invasion turque, le Karabakh, l'Artsakh est épargné à travers la principauté du Sunnik, la principauté féodale du Sunnik, mais c'est Chouchi qui est dur à prendre. Ça a été le repli pour les Arméniens opprimés pendant des siècles et des siècles. Donc ça, c'est une perte, pas uniquement symbolique, mais une perte stratégique importante. Loris, tu veux ajouter quelque chose? Non, 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 rien de plus. Rien de plus. Je vais revenir aussi sur deux aspects. Le premier, je voudrais revenir sur effectivement cette histoire de route. Parce que là, ça pose beaucoup de questions. D'abord, c'est créer une route qui relierait l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan, c'est quelque chose qui date pas d'hier. C'est quelque chose qui date des négociations qui avaient lieu entre Kocharian et Aliyev père, Haïdar Aliyev, où il était question qu'il y ait un Artsakh indépendant, ou plutôt même rattaché à l'Arménie, plus le corridor de la Chine, en échange de cette route. Ce aurait été un accord qui, à l'époque, était beaucoup plus favorable à ce qu'on a maintenant par ailleurs, mais qui n'avait pas été négocié, enfin qui n'avait pas été validé, parce que la route en question aurait été sur Merli, c'est-à-dire sur la frontière entre l'Arménie et l'Iran, et qui couperait donc l'Arménie de l'Iran. Aujourd'hui, dans l'accord, c'est extrêmement flou de savoir qu'est-ce qui est vraiment négocié. Est-ce que c'est une route qui doit être construite, sachant qu'il n'y a pas forcément de route qui relie directement l'Azerbaïdjan en tant que tel au Nakhitchevan, ou est-ce que c'est ouvrir les routes en général pour que le commerce et les voyageurs azéris puissent transiter? Ça pose évidemment une grande question sur la souveraineté. Qui gère ces routes? S'il faut les construire, qui la paye? Est-ce que c'est les Arméniens qui continuent à les gérer? Je doute que les Azéris acceptent. Est-ce que c'est les Azéris? Je n'aimerais pas être un soldat azéri qui va venir garder les routes au milieu du Sunnik. Probablement, les Russes vont être présents. Ce qui veut dire que les Russes, non contents d'être présents en Artsakh, d'avoir désormais 2 ou 3 bases, une au Sunnik, une au Veodzor, et surtout celle de Gümrük, qui est une vraie base en tant que telle, mais d'autres avant-postes, seraient en plus présents sur toute une route. Où cette route se situe? Est-ce qu'elle coupe vraiment la frontière entre l'Arménie et l'Iran? Évidemment, je n'ai pas la réponse. Il y a plusieurs cartes azéries qui montrent déjà ça comme étant une victoire. L'Iran, à mon avis, fera comprendre aux Russes et aux Azéris qu'ils ne vont pas être d'accord avec ça. Parce que l'Iran n'a pas intérêt à avoir non plus un Azerbaïdjan trop fort, même s'il a récupéré la totalité des territoires qu'il revendique. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Mais on ne sait pas si ça va être cette route qui va passer ou est-ce que c'est une autre route qui va passer et couper en deux. Est-ce que sinon, ça veut dire que les Azéris peuvent traverser tout le Syunik? Auquel cas, je ne sais pas comment ça serait protégé, mais auquel cas, ça veut dire que ça ferait du Syunik une sorte de grande zone franche entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan. Ce qui là serait une autre forme de perte de souveraineté, pas de souveraineté territoriale, mais qui pose de grandes questions. Si jamais tous les Azéris peuvent passer sur cette zone, qu'ils ont déjà revendiqué comme faisant partie de leur territoire, c'est encore un autre sujet. Et le dernier point sur les routes, c'est que selon l'accord, il faut ouvrir les routes, mais en réalité, elles s'ouvrent dans un seul sens. Parce que par exemple, pour relier Stepanakert à Yerevan, il s'agit de construire une nouvelle route qui ne passe pas par Chouchi. Si les Russes faisaient une ouverture qui est égale pour tout le monde, ils mettraient des hommes sur la route qui relie le Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan, et ils mettraient des hommes sur toute la route quand elle passe par Chouchi et le territoire azéri, pour autoriser les Arméniens à passer par Chouchi pour aller à Stepanakert. Là, non. Là, on est interdit de passer par le territoire d'Azerbaïdjan, a priori, et il faut qu'on passe par une autre route complètement gardée par les Russes. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller sur le territoire azéri. Eux n'ont pas ouvert leurs frontières. Non pas que, à mon avis, il y ait beaucoup d'Arméniens qui veulent y aller, mais d'un point de vue juridique, d'un point de vue éthique même, ça montre que ce n'est pas du tout une ouverture qui est équitable. On force l'Arménie à s'ouvrir, mais ça ne va pas dans les deux sens. L'autre exemple qui n'est pas sur les routes où les gens circulent, c'est par où transitent les énergies d'Azerbaïdjan.
Jusque-là, elles évitaient l'Arménie. Si on ouvrait vraiment les pays, normalement, le gaz azéri et le pétrole azéri, il devrait transiter par l'Arménie. Et on devrait en avoir une partie des retombées. Alors, non pas que ça serait un très bon choix géostratégique d'être dépendant du pétrole et du gaz azéri, mais on pourrait quand même normalement en bénéficier un petit peu. Là, en l'état actuel des choses, c'est pas du tout ce qu'on est en train de voir. Donc cette histoire d'ouverture des routes, c'est pas une ouverture pour du commerce qui fasse plaisir à tout le monde et dans un monde libéral. C'est pas pour mettre la paix entre les peuples. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ouvre les routes et comme ça tout le monde va se voir et tout le monde va être heureux. Non. Là, c'est l'Arménie va être ouvert pour que les Azéris puissent passer, mais ça ne va pas dans les deux sens. Donc l'Arménie est complètement inféodée à la volonté azérie sur cette question d'ouverture des routes, selon les informations qu'on a actuellement. C'est comme ça que je vois les choses. On n'ouvre rien à l'Arménie. L'Arménie est transpercée, en fait. Complètement. Et on va voir comment les choses vont se passer. Il faut qu'on ait des détails sur la mise en œuvre, et je crois que ça va se passer à Moscou, tout ça. Mais je pense qu'ils vont utiliser des routes déjà faites, Probablement. sauf la route qui va aller à Stepanakert. On a 3 ans pour la construire. Je ne sais pas quel argent, vu qu'on va devoir gérer une crise humanitaire, sociale terrible dans le pays. Je ne sais pas comment on va réussir à construire ces routes, mais on va voir. Mais je pense que ça va se limiter à une route tout de même dans le sud. Enfin, on ne sait pas vraiment dans quelle région ça va être, hein. On parle du sud. Probablement. Je pense pas que on va pas céder du territoire, mais on va être bien embêté. Parce que céder du territoire, ça nécessiterait une cession conventionnelle du territoire en droit international. Donc, il faudrait une ratification par l'État arménien et le Parlement. Je ne sais pas comment les choses vont se passer là dans l'avenir, mais si le Parlement change, par exemple avec des élections anticipées ou une démission de la majorité pour refaire des élections, par exemple, et que la majorité change et qu'elle ne l'accepte pas, bon voilà, ça va être compliqué. Je pense qu'ils vont essayer d'éviter que les peuples aient à ratifier enfin les peuples. En Azerbaïdjan, là, ça pose pas de problème puisque c'est une dictature, donc le peuple, il n'a pas vraiment son mot à dire. Mais en Arménie, si le peuple est contre, donc ils vont essayer d'éviter ça, je pense. Un autre enjeu sur lequel, à titre personnel, j'aimerais revenir, c'est celui des réfugiés. Selon l'accord, tous les réfugiés doivent pouvoir retourner dans leur maison. Alors pour certains cas, ça ne va pas poser énormément de problèmes. C'est pour les Azerbaïdjanais qui ont été réfugiés depuis la Première Guerre et qui étaient dans les territoires occupés. La question va se poser pour tous ceux qui vont aller dans les territoires d'Arsar actuellement occupés par l'Azerbaïdjan. Pour le dire simplement, c'est Chouchi. Parce que Chouchi était une ville à majorité azérie suite à l'expulsion de tous les Arméniens en 88. Il y a eu 2 grandes expulsions d'Arméniens qui étaient en 1920 et en 1988. Techniquement, les Azéris ont le droit de retourner à Chouchi. La question, c'est est-ce que les Arméniens ont le droit d'y retourner aussi? Si on se fie à l'accord en tant que tel, normalement, oui. Sous la protection, enfin sous l'égide des institutions internationales, c'est-à-dire le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies. Le problème, c'est que le HCR n'a même pas été consulté quand l'accord a été fait entre Moscou et Bakou. C'est-à-dire que le HCR se retrouve à devoir gérer des rapatriements humanitaires, des rapatriements de réfugiés sur lesquels il n'a évidemment aucune infrastructure prévue. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Arméniens qui vont vouloir retourner à Chouchi si c'est dirigé par les Azéris, à moins de très solides garanties de sécurité que devraient nous donner les institutions internationales, qu'à mon avis, elles ne nous donneront pas. Mais si dans le meilleur des mondes ça arrivait, ça posera encore la question de qu'est-ce qui appartient à qui. Évidemment, les maisons des Azéris à Chouchi ont été réquisitionnées par l'État d'Artsakh pour les réfugiés arméniens qui avaient fui les pogroms en Azerbaïdjan et qui sont venus s'installer à Chouchi. Chouchi, c'était une ville principalement de réfugiés arméniens d'Azerbaïdjan. À qui appartiennent ces maisons maintenant? Ça, évidemment, l'accord, pour l'instant, ne le dit pas. Et si tous les réfugiés devaient retourner sur leur territoire, ça créerait énormément de problèmes qui ne sont pas vus. La même question se pose sur les réfugiés qui retourneraient dans la partie qu'on contrôle encore et qui est de fait militairement contrôlée par les Russes. Quelques réfugiés azéris qui voudraient venir, légalement ils ont le droit. La question c'est aussi est-ce que les Arméniens vont vouloir y retourner? Normalement ils sont protégés. Il y a déjà beaucoup de monde, de témoignages en tout cas qu'on a entendu, de gens qui ne veulent pas y retourner parce que être à Stepanakert avec Chouchi juste au-dessus qui bombarde, comme ça a été le cas pendant tout le début de la guerre,
de 91-94, enfin 88-94, c'est pas du tout une garantie de sécurité. Et comme on l'a dit, l'armée russe n'est pas une très grande garantie de sécurité non plus. Et comme le disait Yerichi tout à l'heure, et le disait un autre camarade de Charjoum, Alexandre, tout à l'heure, on en parlait, l'armée russe était présente pendant les pogroms de Sumgait et surtout ceux de Bakou. Et elle a laissé faire. Donc la population d'Arsar n'est toujours pas protégée par l'armée russe. Et donc, toute la population d'Arsar est actuellement réfugiée en Arménie. Pas toute, mais en tout cas une grande partie. C'est pas pour autant qu'ils vont pouvoir être relocalisés dans le pays, qu'ils vont pouvoir être relogés en Arsar, et encore moins dans les territoires contrôlés par l'Azerbaïdjan. Donc cette question des réfugiés, on y reviendra sûrement tout à l'heure dans ce qu'on peut faire pour la diaspora, parce qu'il y a énormément de choses à faire, mais elle soulève énormément d'enjeux. D'ailleurs, je me réfère beaucoup là dans ce que je dis à un article que j'ai lu tout à l'heure sur le site Eurasianet, dont le titre, je ne me souviens plus du titre exact en anglais, mais c'est « L'accord soulève autant de questions qu'il n'a de réponses ». Donc il a apporté plein de réponses, mais il pose autant de questions derrière, autant sur les routes que sur les réfugiés. Donc à ce niveau-là, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, mais il y a énormément de nouveaux types de conflits, pas forcément armés, peut-être qu'il y en aura, mais en tout cas politiques, juridiques, qui vont se poser à l'avenir, notamment sur la question des réfugiés. Ils vont coloniser. Je ne sais pas quels vont être les moyens mis en place par le gouvernement azerbaïdjanais, mais ils vont coloniser l'Artsakh. En tout cas, tout ce qui est en leur possession sera colonisé. Ils vont faire comme ils ont fait avec les djihadistes, là, les islamistes venus d'Afghanistan et de Syrie. Ils vont leur donner de l'argent, comme Israël fait dans les colonies en Cisjordanie. Ils vont leur donner un pécule et ils vont leur dire, vous venez, vous vous installez, vous bâtissez des colonies et vous occupez le terrain. Je crois qu'ils vont faire, ça dépend les moyens qu'ils vont mettre en œuvre. Mais ils peuvent faire ça. En tout cas, ils parlent de ça dans les médias azerbaïdjanais depuis le début de la guerre, en disant qu'ils se conformeront dans leurs colonies, dans les colonies qu'ils bâtiront, aux normes écologiques. Le cynisme n'a pas de limite chez eux, et je crois qu'ils vont faire ça. Et ça n'attirera pas uniquement les gens les plus pauvres, mais aussi les plus nationalistes, les plus énervés. La Turquie aidera vraisemblablement, peut-être en déplaçant des familles d'islamistes de Syrie, pourquoi pas, je ne sais pas. Hein. Là, on fait de la politique fiction, mais en tout cas, c'est une pratique turque, j'allais dire ancestrale, de faire ça, le déplacement des populations des Balkans pour remplacer les Arméniens dans l'Empire ottoman après le génocide, et même un peu avant, après des massacres hamidiens, etc. Et ils vont jouer cette carte-là, je pense. C'est pas terrible. Et la présence des Nations Unies ne sauvera pas les Arméniens qui y retourneront ou qui y sont restés. Au Rwanda, souvenez-vous, hein, le génocide s'est déroulé devant les Nations Unies. Oui, on est en danger. Les Arméniens qui seront sous occupation azerbaïdjanaise seront en danger. Et ça ne posera pas de problème à personne. Par l'ONU. Comment? J'entends pas. Je disais qu'ils ne seront pas protégés par l'ONU. Même si l'ONU est présente, ils ne seront pas protégés. Souvenez-vous, Srebrenica. Devant les forces des Nations Unies, on a séparé les hommes et les femmes. Et on a massacré des milliers de personnes devant les forces des Nations Unies. Le Rwanda, c'était exactement ça. C'est-à-dire que le Rwanda, le génocide allait démarrer. Et quand il a démarré, l'ONU a retiré 3500 soldats. De 3500 casques bleus. Et n'a rien fait. Donc évidemment que c'est un problème. Et la colonisation turque, je réinsiste sur ce point-là, est une vieille tradition. Roupen Termination en parle très bien dans les mémoires d'un partisan arménien 1906, 1905, 1907. On prend des familles de l'ouest d'Ankara, on leur donne de l'argent, on leur donne de quoi démarrer dans la vie, on les installe dans le Sassoun, ça démarre jusque-là. Mais souvenez-vous, Chypre, à Chypre Nord, l'essentiel des populations de Chypre Nord viennent d'Anatolie. Donc effectivement, l'Arménien malheureusement n'a pas l'âme d'un colon, quoi. Vu qu'on n'a pas l'âme d'un impérialiste aussi, donc ça sent pas bon du tout. Hein. Et le nord de la Syrie aussi, le nord de la Syrie est colonisé, annexé par la Turquie. Ils y imposent la langue turque, le drapeau turc, ils rebaptisent le nom des rues, des places. C'est une colonisation qu'on est en train qu'on s'apprête à vivre.
J'espère que ça n'aura pas lieu, bien évidemment. On n'est pas là pour inquiéter les gens, mais on est face à des régimes criminels. On n'est pas face à des gens qui veulent récupérer un territoire uniquement par orgueil. On est face à une réactivation des mécanismes de mort des Arméniens et la tentative bien entamée de les faire disparaître de leur territoire dans lesquels ils sont autochtones. Ça a commencé avec la fin du 19e siècle, les massacres hamidiens et tous les autres massacres de l'Empire ottoman, puis le génocide, enfin l'aboutissement de l'exécution de la phase la plus forte du génocide en 1915, et les pogroms et les massacres à Bakou et partout au Karabakh, en Artsakh, c'est ça aussi. Et là c'est une étape supplémentaire. On a une question pour savoir si on doit avoir peur à long terme pour l'Arménie, vu qu'il n'y a pas eu de réaction dans le monde. Et est-ce que Erdogan peut commencer son programme de reconquête de l'ex-empire ottoman? Moi, personnellement, je dirais que oui, hein, il faut avoir peur. On t'entend pas, Loïs. Pardon, excusez-moi. Pour ce qui est d'Erdogan, il a déjà commencé son travail de reconquête de l'Empire ottoman depuis un bon bout de temps. Hein. Enfin, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Grèce il y a quelques temps. Enfin, le soutien politique qu'il apportait jusque-là à l'Azerbaïdjan et militaire en termes de vente d'armes, c'était pas pour rien. La preuve en est. Je vais essayer de répondre un peu à cette question en revenant sur ce qu'on disait tout à l'heure. La question de la route qui est censée couper l'Arménie, la propagande azerbaïdjanaise, qui malheureusement ne s'est presque pas trompée pendant la guerre. Hein. Soyons honnêtes, la propagande azerbaïdjanaise, pour l'instant, montre que cette route est sur la frontière de l'Iran, donc par Merli, et va couper la frontière. Donc j'espère que ça ne le sera pas, mais voilà. On sait très bien que le Roland impérialiste en Azerbaïdjan a pourvu aussi les Zangezur, qu'il a toujours considéré comme un territoire azerbaïdjanais. Évidemment, ça coupe l'Arménie de l'Iran, c'est encore mieux. Ça rassemble tous les Azéris qui sont dans cette région-là, y compris ceux qui sont en Iran, et ça fait la grande jonction avec la Turquie. Donc évidemment que il y a de quoi avoir peur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a de quoi avoir peur, il y a surtout de quoi se préparer. C'est un défi pour la survie de l'Arménie à moyen terme maintenant. Ça veut dire qu'on s'était débarrassé d'une partie au moins d'une partie de la mafia, en tout cas du système pyramidal de la mafia en Arménie, qui était un vrai danger pour l'Arménie. Hein. Je ne sais pas ce qui va advenir des prochaines semaines en Arménie. Mais pour ce qui est de la survie de l'Arménie, c'est à moyen terme, c'est très compromis. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant s'organiser de manière différente de ce qui a été fait, de créer une armée de réserve, de pouvoir faire une mobilisation générale en Arménie. Ça veut dire qu'il faut des armes pour tout le monde aussi, par contre. Hein. Il faut des armes pour tout le monde. C'est certainement aussi l'une des raisons de la défaite, le manque de moyens. Mais il faut maintenant qu'on se reconcentre sur des objectifs militaires parce qu'il en dépend de la survie de la nation. Et je ne donne pas cher du peuple arménien sans État d'Arménie. Hein. Et ça ne viendra hélas pas d'un processus de paix sous l'égide des Nations Unies ou du groupe de Minsk. On a tendance à l'oublier, ce groupe, tellement il a été utile ces dernières années à trouver une paix juste et durable. On est très très loin de tout ça. D'ailleurs, cette solution de la paix à négocier, elle va être très compliquée puisque l'Azerbaïdjan a gagné militairement. Donc, elle n'a pas intérêt à faire machine arrière, surtout qu'elle est soutenue par un État, l'État turc est plus que soutenu même par un État qui se fiche complètement de la légitimité du droit international. Ils s'en fichent complètement. Ils attaquent, puis ils s'excusent, et ils attaquent, ils s'excusent et gagnent du terrain. Et je mentionnerai quand même un certain nombre d'acteurs comme la France, les États-Unis d'Amérique, etc. Comment, dans le cadre du groupe de Minsk, ils vont faire mieux que ce qu'ils ont fait pendant la guerre là? Comment ils vont faire même individuellement, hors du groupe de Minsk, qu'ils ont fait de mieux pendant la guerre? La France est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis aussi. La Russie aussi d'ailleurs. La France et les États-Unis sont
membres de l'OTAN, donc des alliés militaires, même s'il y a quelques divergences avec la Turquie, mais des alliés militaires d'Ankara. Qu'ont-ils fait pendant la guerre pour dire à leurs alliés « calme-toi, arrête ». Ils n'ont rien fait. Ils auraient pu saisir le Conseil de sécurité d'une manière un peu plus forte que ce qui a été fait pour que des sanctions soient mises en œuvre contre l'Azerbaïdjan. Ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu saisir le procureur renvoyer la situation d'Artsakh devant le procureur de la Cour pénale internationale pour une enquête pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ils ne l'ont pas fait. Donc, la solution pacifique va être très compliquée. Moi, je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je vis en diaspora, je vis dans un confort relatif, je ne suis pas au front, donc je ne dis pas il faut faire la guerre, il faut continuer la guerre. Je dis juste que ça fait 30 ans que Aliyev dit, j'irai jusqu'à Bakou. C'est pas comme si on avait été pris par surprise. On avait 30 ans pour se préparer. Je jette la pierre sur personne parce que ce n'est pas le moment. Mais préparons-nous, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Et ce n'est pas juste un projet territorial, je le répète, c'est la construction nationale turque et azerbaïdjanaise qui est fondée sur la volonté de détruire l'arménien. Et c'est pas, et j'en finirai là-dessus, c'est pas si négatif pour Aliyev de nous laisser Stepanakert. Parce qu'à chaque fois qu'il aura un problème interne en Azerbaïdjan, et il en aura à cause de la baisse du prix du pétrole, de la baisse des réserves de pétrole, etc., à chaque fois qu'il en aura, il montrera à sa frange nationaliste de la population des bombardements de Stepanakert. Nous sommes devenus le jouet des dictateurs complètement fous. Donc oui, on est en danger et on n'est pas en danger uniquement en Arménie. Les loups gris, ce qu'ils ont fait ces derniers temps et ce qu'ils ont toujours fait en réalité, prouvent qu'on est aussi menacé d'une manière beaucoup moins grave, mais je pense que cette question mérite d'être soulevée. Et avant de passer sur, effectivement, si on peut faire, nous, en diaspora, et faire un concept de diaspora, je vais répondre rapidement à une autre question sur est-ce que la Chine ne pourrait pas jouer un rôle favorable à l'Arménie et être peut-être un allié potentiel? Non. La Chine reste une puissance comme les autres, une puissance impérialiste, qui n'a aucun intérêt à nous soutenir. Le mieux qu'ils puissent faire, c'est comme l'Iran, on veut une solution pacifique, il faut que tout le monde négocie, on ne soutient pas un camp plus qu'un autre. Si on avait le budget militaire de l'Azerbaïdjan, peut-être qu'ils pourraient nous vendre des armes à nous et pas à l'Azerbaïdjan. On ne l'a pas. Donc ils vendront peut-être des armes à tout le monde si leurs armes sont efficaces, mais ils ne vont jamais se mouiller. Mais en fait, ça ne sert à rien d'essayer de trouver une puissance qui a intérêt à nous soutenir. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'intérêt géostratégique à nous soutenir. Et les puissances travaillent pour des intérêts géostratégiques. Il n'y a pas de morale. Géostratégique, c'est un grand mot qui ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais pour des questions réalistes. Il n'y a pas de morale là-dedans. Personne ne va nous soutenir par morale. Sinon, il n'y aurait pas eu le génocide en 1915, il n'y aurait pas eu les pogroms de Sumgait, il n'y aurait pas eu tout un tas d'événements qui nous arrivent depuis 100 ans. Ça fait 100 ans que la communauté internationale, l'ONU, l'Europe et les grandes puissances s'en fichent. Ce n'est pas la Chine qui, sans vouloir être jeté trop la pierre, n'est pas non plus un modèle de pays démocratique et qui promeut la morale dans sa politique étrangère, je pense. C'est pas la Chine qui va faire une dérogation. Mais on pourrait dire peut-être que c'est l'Inde. Non, l'Inde ne fera pas plus. Ça ne sera pas l'Australie, ça sera pas évidemment, ce ne sera pas la Turquie, ce ne sera pas le Mexique, ça ne sera aucune puissance grande, moyenne, petite, à part ceux qui auront un problème direct peut-être avec la Turquie, comme ça peut être le cas de la Grèce, mais il n'y aura pas de grande puissance qui fait pencher la balance, qui a le moindre intérêt à nous soutenir. De même que la plupart du temps, ils ne soutiennent pas plus que ça l'Azerbaïdjan d'un point de vue diplomatique. Ils leur vendent des armes, ce qui est beaucoup plus important que la diplomatie, mais en général, c'est des discours un petit peu policés, il faut que la guerre s'arrête, mais on laisse faire. La grande exception étant la Turquie qui soutient à 100%. Mais il n'y a aucun État qui sera l'équivalent de ce qu'est la Turquie et l'Azerbaïdjan, il n'y a aucun État qui le sera pour nous. Ah, puis pour la Chine, effectivement, les puissances réagissent à des questions, ce sont des puissances géostratégiques et elles voient les problèmes de manière géostratégique, mais même de manière morale. Enfin, la Chine est un État impérialiste, ce qui veut dire que elle a envahi le Tibet notamment et elle a exterminé ses habitants. Elle fait pareil avec les Ouïghours d'ailleurs. Et d'ailleurs, elle ne veut surtout plus que la Turquie revienne à la charge avec les Ouïghours, qui plus est. Mais enfin, pourquoi on a affaire aux crapules dans le monde, quoi. Ne cherchons pas les soutiens des crapules parce qu'ils ne nous le donneront pas, tout simplement. Il faut trouver les forces maintenant de trouver nous-mêmes des solutions au moins de survie. Il faut arrêter de chercher
il faut graver ça, excusez-moi, mais il faut vraiment qu'on grave ça dans nos histoires. Ça fait, sur les 3000 ans du peuple arménien, ça fait 3000 ans qu'on est victime des empires. Il n'y a aucun empire qui ne s'est pas attaqué à nous, quoi. À part l'empire aztèque, on a eu affaire à tout le monde et contre nous. Donc, il faut une bonne fois pour toutes se dire que ce qui doit créer politiquement notre ADN, c'est l'anti-impérialisme, point barre. Il faut arrêter de chercher des copains. Hein. Ce n'est pas les autres qui nous sauveront. Et ça, c'est l'histoire qui nous apprend la lucidité. Il ne faut plus vivre dans des chimères, dans des rêves. Il ne faut plus se mentir à soi-même. Il faut regarder la vérité en face. Personne ne nous sauvera à part nous-mêmes. Et si nous ne le faisons pas nous-mêmes, eh bien, ça sera la fin de l'histoire. À nous de faire en sorte que ça ne le soit pas. Arrêtons de nous trouver des excuses. Nous sommes des adultes, nous sommes un peuple adulte, nous avons plus de 3000 ans. Nous sommes un peuple responsable. Quand un enfant fait une bêtise, il n'est pas responsable parce qu'il n'est pas majeur. Nous, nous sommes un peuple adulte. Nous sommes responsables de nos actes. Nous devons faire en sorte que les gens aient envie peut-être d'être nos copains, mais les gens n'ont pas envie d'être alliés avec des gens qui mendient l'assistance des autres. Il faut aussi arrêter avec cette posture victimaire. On cherche sans arrêt, en diaspora surtout, des tiers symboliques, des tiers libérateurs, des sauveurs. On demande à la France de nous sauver, on demande à la Russie de nous sauver. On demande, lorsqu'on est harcelé sur les réseaux sociaux par des images de cadavres, des appels au viol des femmes arméniennes, on demande à Facebook, Twitter, Instagram de fermer des comptes. Donc on demande à chaque fois, on demande à la police et à la justice française de nous protéger contre les loups gris. On demande, mais est-ce qu'on a? J'aimerais revenir sur cette affaire des loups gris, je suis désolé. C'est décousu, mais on a quelqu'un qui, lors d'une manifestation arménienne pacifique, mais peu importe, on s'en fiche, sort de sa voiture, vient avec ses copains, frappe dans le dos de quelqu'un avec un marteau et l'assomme, et le jeune a été hospitalisé. Il est identifié. Il fait des interviews à la télévision turque avec son prénom et son nom. Il fait des interviews partout. Et il revient organiser des manifestations, des émeutes anti-arméniennes à Vienne et à Dessine. Et cette personne n'est pas interpellée par la police française. Il y a un problème là. Il y a un gros problème. Alors je veux bien qu'on ait confiance en la justice française et en la police. Je veux bien. Mais on veut des preuves. Quelqu'un agresse à l'arme une autre personne dans ce pays. Il n'est pas inquiété par la justice. Il y a une déclaration, une interdiction légale, et c'est très bien, d'un mouvement, les loups gris, qui n'existe pas légalement, mais pourquoi pas, c'est bien. Mais les loups gris, ce n'est pas qu'une organisation qui est interdite, c'est tous les actes que commet cette organisation. En 2013, la personne qui a assassiné en plein Paris, rue Lafayette, 3 militantes kurdes se revendiquer membre des loups gris. Bon, il est mort en prison dans des circonstances bizarres, mais sinon, les loups gris commettent des tas de délits et des tas de choses criminelles. Ils ne sont pas inquiétés. Je veux bien qu'on demande à tout le monde de nous aider, hein, mais se pose la question très sérieusement de comment on s'aide nous-mêmes, comment on se protège nous-mêmes. Pour continuer sur cette voie-là, j'ai entendu le discours majoritaire, on va dire. Hein. Malheureusement, j'ai l'impression majoritaire, en tout cas le discours exprimé pendant cette affaire des loups gris. Je ne reviens pas sur l'interdiction des loups gris, très bien, je ne parle pas de ça. J'ai vu des centaines de messages d'appel au calme des Arméniens en disant ne répondons surtout pas, parce que ça va donner une mauvaise image de nous-mêmes pendant la période du conflit. Et ça va donner une image de règlement intercommunautaire, de conflit intercommunautaire. Donc, on n'a rien fait. Le problème, ce n'est pas que ce soit des Turcs en face. Le problème, c'est que ce soit des fascistes turcs. Ce sont des fascistes qu'on a en face. Il y a les Arméniens qui crient à tue-tête chaque année, qui sont les plus intégrés en France. La tradition en France,
c'est de courser les fascistes et de les mettre dehors de ce pays, au moins hors d'état de nuire. Et on a un illustre parmi les nôtres, c'est Misak Manouchian. Le fascisme, de manière assez triviale, on lui casse la gueule dans ce pays, qu'il soit turc ou pas turc. C'est ça notre mission. Et je ne comprends pas comment personne ne se soit dit, maintenant on arrête de s'appeler au calme, République ou pas République, Darmanin ou pas Darmanin, CRS ou pas, les règles de la vie répondent aux règles du rapport de force dans la vie, et on s'organise et on va aller voir les fascistes turcs, on va même aller les chasser, et on va, excusez-moi du peu, mais on va se les faire. Parce que le problème qu'il y a en face, c'est que les quelques médias qui ont parlé de l'affaire de Vienne, Dijon et Dessines, eh ben, elles ont parlé de règlement de compte intercommunautaire. Au mieux, elles ont parlé d'expédition punitive turque, ce qui voudrait dire que les Arméniens ont fait quelque chose avant. Donc, on est toujours dans le domaine intercommunautaire. La préfecture de Rhône-Alpes, par la voix, je crois, de l'adjoint au préfet à la sécurité, a fait une vidéo en disant le lendemain des ratonnades anti-arméniennes par les loups gris. Le lendemain, il a fait une vidéo en disant depuis 15 jours, des individus se réclamant des communautés turques et arméniennes se provoquent. Donc, si la mauvaise image qu'on craignait tant d'avoir, on l'a eue, eh ben, autant régler nos comptes, quoi. Donc, enfin, qu'est-ce qu'on a gagné en 20 ans avec le pacifisme? Qu'est-ce qu'on a gagné en 25 ans avec le pacifisme? Où on s'exhorte à se dire, on ramasse même nos tracts après les manifestations qui sont les tracts par terre et compagnie pour se faire bien voir. On a gagné quoi? C'est pas tant un appel à renouer avec de la violence qui c'est pas ça. C'est au moins défendons-nous, enfin organisons-nous. Moi, j'appelle personne à être violent. Je dis juste qu'il faut prendre conscience que ce n'est pas les autres qui nous sauvent. Et quand des lieux, des mémorials sont menacés par des meutes de fascistes, se pose la question, si les pouvoirs publics ne le font pas, que les Arméniens réfléchissent à défendre leur quartier, parce qu'en réalité, on est dans une situation, mais c'est triste d'en arriver là. C'est super triste. C'est un manque de respect total vis-à-vis de la communauté arménienne. C'est incroyable. Effectivement, si on prend les choses pour avoir le même discours, mais d'un point de vue un peu historique, ce qui se passe là, c'est la même chose que ce qui s'est passé pendant les massacres hamidiens, ce qui s'est passé pendant le génocide. Des fascistes qui viennent dans nos quartiers ou dans nos villes ou dans les villes où en tout cas on est présent, pour venir nous chercher, pour nous dire, si vous sortez, venez, vous êtes morts. À l'époque, les élites d'Istanbul ont toujours appelé au calme, à dire non, si jamais on fait des choses, le sultan va pas être content contre nous. Le sultan Abdülhamid n'a pas été particulièrement gentil avec nous, il a tué 250 000 Arméniens. Plus d'autres qui ont tout perdu, plus d'autres qui ont été convertis de force, etc. Les jeunes Turcs ont tué entre 1 million et 1,5 million. Je ne dis pas que la France va faire pareil. Mais si on laisse les gens venir dans nos quartiers nous intimider et qu'on attend désespérément qu'un État vienne nous protéger et que la seule chose qu'il y a eu, c'est on va interdire un groupe qui effectivement légalement n'existe pas, pareil, ce n'est pas une question d'appeler à la violence, mais soyons réalistes. On sait comment ça se passe. On le sait parce qu'on l'a vécu. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents l'ont vécu. Des gens le vivent encore à Istanbul avec des fascistes qui viennent encore provoquer les Arméniens. En Azerbaïdjan, c'est ce qui s'est passé pour les pogroms de Sumgait. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui était dans l'URSS. Donc l'État soviétique ne nous a pas protégés ni à Sumgait ni à Bakou. Si demain l'État français ne nous protège pas, qu'est-ce qu'on fait? On va tous fuir la France parce que les Turcs nous chassent de France. C'est-à-dire que non content de ne plus être sur nos terres, maintenant il faut qu'on se cache dans les pays d'accueil où on est arrivé il y a 100 ans pour aller encore ailleurs. Et ça, jusqu'à quand? On va rester jusqu'à quand à fuir les fascistes parce qu'on refuse de leur répondre et de les confronter, sachant qu'eux, ils viennent à la confrontation. Ils viennent juste en France se confronter à nous. Il y a un moment, on ne peut pas juste attendre des déclarations du gouvernement ou de la police. Je ne dis pas qu'il faut aller contre le gouvernement ou la police, mais on ne peut pas juste compter là-dessus. Ces agressions, pardon. Non, j'ai juste deux choses à ajouter. Ce n'est pas une situation franco-française. Il y a le problème, il y a ce même problème-là. Alors pour les quelques Arméniens qui sont en Belgique, à Strasbourg d'ailleurs, on pense à eux, hein, mais aussi en Allemagne et autres, mais au Liban, il y a il y a des menaces très directes quasiment qui viennent de Turquie d'ailleurs, mais relayées par certains sur place, et ils ne sont pas peu nombreux. En Syrie,
il y a ce problème-là aussi. Donc, et c'est évident que le panturquisme va nous pourchasser là où on est, quoi. Il n'y a pas de mouvement lougri au Mexique, hein, parce qu'il n'y a pas d'Arméniens au Mexique. Et il va y en avoir partout où il y a des Arméniens. Donc, il y a un moment, il va falloir se poser ces questions-là. Juste, je voulais revenir sur la question de 2006 à Lyon. À Lyon en 2006, donc rappelez-vous, il y avait les grandes manifestations de l'extrême droite turque qui a explosé le centre-ville de Lyon et qui a été violent avec même les commerces de proximité à Lyon. Quelques mois et années après ces manifs de mars 2006, quand des Arméniens ont voulu faire des manifestations, la préfecture de Rhône-Alpes leur a interdit en disant il y a un risque de trouble à l'ordre public parce qu'il y a les louveries. Donc même là, il y a du rapport de force. Hein. Ce problème, c'est que le rapport de force, on ne s'est jamais donné les moyens de le gagner. Ces agressions anti-arméniennes, il faut les remettre aussi dans leur contexte. Elles sont régulières, mais là, elles s'inscrivent dans une logique de guerre de la Turquie contre le peuple arménien en Artsakh. Et d'une manière générale, ça a réveillé des instincts nationalistes et un peu mortifères tout de même, faut le signaler. Ces gens dans les rues, ils criaient à mort les Arméniens. C'est tous les 50 ans, j'ai l'impression que c'est une peur physique que l'on veut régulièrement réactiver en chaque Arménien, où qu'il soit, en Artsakh, ou en diaspora, ou en Turquie sur nos terres historiques. Moi, je pose la question. La Turquie n'a jamais payé pour le génocide des Arméniens. La Turquie et l'Azerbaïdjan ne vont pas payer pour les crimes qu'elles ont commis contre le peuple arménien en Artsakh. Je pose la question. Quand est-ce que les assassins auront peur à leur tour? Ils se sentent en sécurité partout. Ils se sentent en sécurité partout. Et nous, on nous signifie sans cesse que nous avons notre place nulle part. Cette question, elle se pose. Elle se pose et il faut quand même qu'on ait la lucidité de se dire qu'il va falloir organiser notre autodéfense, mais intellectuellement surtout. C'est-à-dire que les discours qu'on entendait souvent dans les manifestations en France en soutien à l'Artsakh ou dans les communications des gens, on ne savait pas si ça venait d'une expression intellectuelle arménienne ou si c'était souvent un rabâchage de ce que les médias disent de nous. Le fait de n'envisager la cause arménienne uniquement à travers le prisme, de n'envisager la cause arménienne qu'à travers le prisme des médias français, c'est un problème. On en vient nous-mêmes à dire qu'il faut que les deux parties cessent les violences. Non. Les Arméniens qui disent les deux parties doivent cesser les violences, sans s'en rendre compte, servent l'ennemi du peuple arménien, servent les génocidaires, les criminels. Nous nous défendions. Et nous défendions des civils. Eux ne défendaient qu'un honneur, que leur délire nationaliste. Je crois qu'il faut arrêter la soumission intellectuelle qu'on nous a imposée et qu'on s'est imposée nous-mêmes. Il faut arrêter de servir les maîtres, là. Il faut arrêter ça. On n'est pas les Arméniens de maison. Il faut arrêter ça. Effectivement, pour faire un constat avant d'aller sur l'avenir, sur la situation de la diaspora, qu'on a déjà commencé, en tout cas la diaspora en France, on ne va pas forcément parler de la diaspora dans le reste du monde, parce qu'on n'est pas forcément dans le reste du monde, encore qu'il y aura peut-être des choses à dire. Sur cette guerre, la diaspora en France, je pense qu'on peut être d'accord, ça a été un échec. La diaspora n'a strictement rien réussi à faire, à part sur les dons, évidemment, sur les gens qui ont pu aller sur place, mais la politique française, à part 2 déclarations, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Alors, il y a eu des manifestations qui étaient très bien, qui ont été reprises d'ailleurs sur les vidéos. C'est bien, on manifeste. On nous disait par exemple, les élus français sont avec nous. Il y en a qui ont été présents à certaines manifestations. Mais concrètement, le gouvernement a dit on prône la neutralité. À l'avenir, je ne conçois pas qu'on puisse continuer à faire venir des gens du gouvernement actuel pour dire on a leur soutien. On n'a pas leur soutien. Et si leur soutien, c'est de nous donner un jour dans le calendrier national ou d'inaugurer un crash card dans une ville où on est 7000 habitants sur 20 000, c'est pas du soutien. Le soutien, c'est quand on se fait bombarder. Le soutien, c'est quand les gens meurent. Et quand là, on n'a pas de soutien, de nous dire que ces gens
je ne vise pas une personne en particulier, enfin, il y en a certains qui sont quand même plus visés que d'autres, et je pense que tout le monde aura compris de qui je parle, mais les gens qui se disent les amis des Arméniens et qui n'ont rien fait pendant qu'on mourait, je le vois sur les réseaux sociaux, des gens qui ont dénoncé, regardez, les nationalistes turcs qui viennent intimider les Arméniens, les mêmes qui sont dans le groupe d'amitié France-Azerbaïdjan, pour dire on vous protège en France, ils étaient là. C'est les mêmes qui soutiennent la vente d'armes à un pays qui nous bombarde. Donc il y a un moment, comme tu as très bien dit, Richer, arrêtons de manger dans la main des gens qui nous tuent à côté. Je ne dis pas qu'il faut tout remettre en cause. Je ne dis pas qu'il faut critiquer, critiquer la France, si, mais je ne dis pas qu'il faut rentrer en guerre contre la France. Bien sûr que non, on est en France, on est citoyens français. Mais on n'est pas obligé non plus de courber les chines et de dire c'est très bien, vous nous soutenez alors que vous êtes en train de nous tuer en réalité. On n'est pas là pour ça non plus. Surtout qu'on est citoyens français et qu'au contraire, on a des comptes à. Les élus ont des comptes à nous rendre. C'est pas l'inverse. C'est pas les Arméniens qui ont des comptes à rendre, les citoyens français d'origine arménienne qui ont des comptes à rendre aux élus français. Comme dirait Kharumian Aïrig, le soutien, ce n'est pas des symboles, hein, ce n'est pas des mots, hein, c'est des armes. Malheureusement, ça nous a manqué, contrairement à l'Azerbaïdjan du côté de la France. Et ce n'est pas à nous qu'ils ont livré des armes. Hein. Ce n'est pas à nous. Moi, je pense que l'une des actions qui reflète le mieux ce qu'on est en train de dire, c'est le voyage dans le Caucase de François Hollande en 2014, pour mettre les pieds dans le plat. François Hollande va en Arménie, il plante un arbre au Dizel Nagapert. C'est bien, c'est comme symbole. Hein. Le lendemain, il va en Azerbaïdjan, il viole le cessez-le-feu et il vend des armes. Notamment les systèmes. Il viole l'embargo. Il viole l'embargo, pardon. Pas le cessez-le-feu, il viole l'embargo. Et notamment, il vend le système de guidage par satellite pour les drones. François Hollande, il est venu en manifestation à Alfortville. Il n'y a pas eu une seule personne qui l'a hué. Et huer, ce n'est pas un acte de courage héroïque non plus. Hein. Et il y a bien des gens qui nous ont dit à l'époque, alors il y a des gens qui nous ont dit qu'il n'a jamais vendu d'armes, c'est pas vrai. Hein. Mais il y a des gens qui nous ont dit, on sait qu'il a vendu des armes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment. François Hollande est un ancien président, il nous honore de sa présence et il va attirer médiatiquement, notamment grâce à son poids politique en tant qu'ancien président de la Ve République. Ça a changé quoi? Qu'a changé la venue de François Hollande? Qu'est-ce que nous a apporté ce système courtisan? Qu'est-ce que le fait de courtiser les puissants, de les inviter à dîner, ça nous a apporté quoi? Pendant l'Empire ottoman, on le faisait bien déjà. Ça nous a apporté quoi? Rien du tout, les gens se moquent de nous. Et c'est pas ramener dans un débat dramatique des logiques partisanes. Si ça avait servi, j'aurais été le premier à le dire. Je n'ai aucune sympathie politique pour Laurent Wauquiez, mais il a donné un avion. On avait besoin d'un avion, il a payé un avion. Vous m'entendrez jamais le critiquer sur ça. C'est pas ramener des logiques partisanes. Mais cette situation-là, on ne peut pas seulement dire c'est la faute des autres. Nos ennemis nous ont prévenus, ils ne nous ont pas pris par surprise. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'ils veulent nous anéantir. Et en fait, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Ils ont construit leur nation sur la haine de l'Arménien, sur la mort de l'Arménien. On peut se regarder les uns les autres et se dire, voilà, comment on fait pour que ça ne se reproduise pas? Comment on fait pour être plus fort? Et être plus fort, c'est arrêter de collaborer avec n'importe qui et de vendre sa cause à n'importe qui. D'ailleurs, vendons pas notre cause. Il ne nous reste pas énormément de choses. Et pour n'importe quoi, parce que, encore une fois, comme tu l'as dit, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que la politique des dîners dans les hôtels de luxe n'a jamais fonctionné. Ça n'a servi à rien. On a eu du symbolique qu'on avait déjà d'ailleurs plus ou moins. On n'a rien eu. On a invité dans ces dîners des membres des groupes d'amitié France-Turquie. On a invité dans ces dîners des gens qui ont vendu des armes à l'Azerbaïdjan. On a invité dans ces dîners des gens qui ont continué d'en vendre. Qui ont commémoré le génocide de Khojalı. Le fameux génocide inventé, attribué aux Arméniens. Des gens qui, avec la vice-présidente de l'Azerbaïdjan, l'épouse de Ilham Aliyev,
notamment une maire d'arrondissement, Madame de Haute-Serre, je crois, Oui, Madame Jeanne de Haute-Serre du 8e arrondissement. Jeanne de Haute-Serre, qui commémore le génocide de Khojaly, qui est un génocide nationaliste bricolé avec des photos de Srebrenica par l'Azerbaïdjan, sont invités au dîner du CCF et ont des cartons VIP pour la commémoration du 24 avril. Comment vous voulez être respecté? Vous ne pouvez pas être respecté si vous respectez aussi peu votre histoire et votre nation. Personne ne nous respectera. Donc, maintenant, il faut arrêter. On ne cherche pas d'amis, on ne cherche pas de copains. Ils n'étaient pas là de toute façon quand on avait besoin d'eux. Ce n'est pas la gentillesse qui a fait qu'on a été respecté. Souvenez-vous la reconnaissance du génocide des Arméniens en 2001. Hein. Les manifestations, ça rigolait pas. Hein. En 2000, les manifestations, elles rigolaient pas du tout. Hein. Moi, j'ai vu des policiers partir de la manifestation marseillaise du 24 avril en 2000. Hein. Parce que c'était ingérable. Soyons ingérables. Je ne dis pas qu'il faut commettre des crimes ou enfreindre la légalité. Hein. Les gens mal intentionnés diront ça pour travestir nos propos. Mais prenons notre destin en main, comme les Arméniens l'ont fait en 2018. Prenons notre destin en main. Arrêtons de mendier. Le salut, c'est nous. Hein. Individuellement, en prenant conscience que nos actes ont des conséquences, ont de l'importance. Nous ne sommes pas des enfants. Le salut, c'est nous aussi collectivement. En faisant corps, en prenant conscience de la multitude. Le salut, c'est le peuple arménien. C'est nous tous. Il faut arrêter. Hein. Faut arrêter d'être des légitimistes face à des gens qui n'ont que la culture de la force. Surtout que cette mendicité, on constate que là, elle n'a pas marché. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Mais... Et oui, on va passer au dernier point. Je voulais juste conclure avec ça, effectivement. Cette mendicité, elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché au moment qui était le plus grave pour nous depuis 30 ans, depuis l'indépendance et la Première Guerre. Là, on n'est pas en train de dire il fallait que ce soit écrit en bleu ou en rouge sur un khachkar, donc on ne nous a pas respecté. Là, c'est le peuple arménien qui a subi quelque chose que des organisations internationales considèrent comme quasiment un génocide. Une épuration ethnique, en tout cas une déportation de masse à cause de la guerre. De mendier, ça ne nous a rien apporté dans ces moments les plus graves. Ça veut dire que ça ne nous apportera jamais rien. Donc, il faut arrêter de faire ça. Maintenant, pour finir sur quelque chose d'un petit peu plus positif, vas-y. Non, je te disais, je demandais si c'était le dernier point, parce que moi, personnellement, ouais. ce que j'avais. Pardon, excuse-moi, Thomas, de t'avoir coupé. Non, aucun souci. On va passer effectivement sur le dernier point, parce que c'est des questions qu'on a eues aussi tout au long du live, sur la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ah oui, pardon. Je vais commencer, si ça ne vous dérange pas, avec un point que j'ai mentionné tout à l'heure et sur lequel j'ai un petit peu travaillé, qui est celui des réfugiés. En Arménie, il y a aujourd'hui 100 000 réfugiés, peut-être plus, pas moins en tout cas. La population en Arménie, dans la réalité, hein, pas dans les chiffres officiels, c'est 2 millions. C'est pas 3 millions, il y a 1 million de personnes. En tout cas, c'était ça avant la Révolution. Il y a peut-être des gens qui sont revenus, mais grosso modo, c'est 2 millions. Ça veut dire qu'en l'espace d'un mois, la population a augmenté de 5%, ce qui n'arrive jamais. Ce que l'Arménie a vécu en un mois, c'est ce que la Turquie a vécu avec la crise des réfugiés syriens pendant 4-5 ans. En Turquie, il y a 80 millions d'habitants, il y a 4 millions de réfugiés, et 4 millions, ce n'est pas arrivé en un mois. C'est arrivé sur des années. C'est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés syriens. Ça veut dire que c'est une crise énorme qu'on est en train de vivre sur un temps extrêmement court. Là-dessus, l'immense majorité des réfugiés, enfin en tout cas une grande partie des réfugiés sont dans le sud du pays, dans la province du Syunik, qui n'est pas la province la plus riche, qui est une province qui va très vite être isolée du reste du pays à cause de la géographie et des conditions climatiques. En hiver, il y a beaucoup de neige, parfois les routes sont coupées. Ça veut dire que dans cette zone où il y a peut-être 10% de réfugiés en plus, je donne un chiffre, ce qu'il y a à Golis, c'est peut-être pas dans tout le Syunik, mais à Golis, la population a augmenté de 10%. Dans cette zone, il y a beaucoup plus de réfugiés, aucune infrastructure évidemment qui était prévue pour ça, déjà parce que l'État arménien était très faible avant ça, et ensuite parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à une crise aussi rapide, aucun pays peut s'attendre à une crise aussi rapide avec autant d'afflux de réfugiés. Dans une zone qui en plus là va être particulièrement délicate, avec un hiver qui va être probablement difficile, comme c'est toujours le cas dans le Caucase, il y a énormément de choses à faire pour aider les réfugiés. À commencer par être sûr que des infrastructures et que les biens, je pense par exemple aux vêtements, c'est des gens qui parfois sont partis en laissant tout sur place, hein, qu'il y ait des vêtements pour tenir l'hiver, qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour tout le monde. Il y a 20 000 enfants en Arménie qui sont déscolarisés maintenant parce qu'ils ont fui le conflit de l'Artsakh.
Tout ça, c'est une des causes sur laquelle il faut agir. Il faut agir maintenant. Ce n'est pas en avril-mai qu'il faudra agir. Avril-mai, déjà, il y aura beaucoup de solutions qui auront été trouvées, qui auront sûrement été bricolées, mais qui auront déjà été mises en place. Il faut continuer à soutenir. Pour les gens qui peuvent aller, qui connaissent des gens qui peuvent aider sur place, tant mieux. Pour les autres, si on peut donner, c'est une bonne chose. Mais clairement, ce n'est pas parce qu'on a perdu suite à l'accord qui a eu lieu que maintenant il faut se dire c'est fini. Au contraire, malheureusement, c'est peut-être maintenant que le plus gros de notre travail, s'il commence que maintenant, c'est dommage, il aurait dû commencer avant, mais en tout cas, c'est certainement pas maintenant qu'il faut s'arrêter. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire et je voulais notamment revenir sur cette question des réfugiés, qui n'est évidemment pas la seule. Ce qui est déjà une première piste sur laquelle la diaspora peut s'engager. Je vous laisse Le bien travail, il va se continuer. faire essentiellement sur place. Nous, on a des camarades de Chajoum qui ont commencé à aller en Arménie et qui vont continuer à y aller. Le travail va se faire sur place. Beaucoup. Nous, on va connecter, en France, on va continuer la collecte de Chajoum. Depuis le début de la guerre, on a envoyé un peu plus de 20 tonnes de matériel médical, de vêtements pour les réfugiés, etc. Parce que cette crise des réfugiés, elle a commencé un peu avant la fin de la guerre, même presque dès le début. Mais ce n'est pas suffisant. On va devoir être mieux organisé, mieux collaborer avec le gouvernement arménien pour savoir les besoins. Nous, on va continuer ça. On va aussi continuer nos collectes ciblées, mais on fera une émission sur ça, je pense, pour les soldats, les gens qui sont hospitalisés, etc. On a déjà commencé. Les copains sur place font un travail, les copains et les copines, un travail incroyable, vraiment incroyable. C'est peut-être une goutte d'eau dans cet océan de malheur, mais ce qu'ils font, c'est vraiment bien. Et il faut aussi que l'État arménien se... Alors nous, à Chajoum, on ne donne jamais de leçons à l'État arménien. On ne dit jamais faites ci, faites ça, ce serait bien de faire telle chose, etc. On est plutôt dans la réserve quand même. On n'est pas des Occidentaux donneurs de leçons, même si on est profondément arménien, mais on ne vit pas là-bas. Il faut que l'État, tout de même, mette en place une vraie structure pour l'accueil. Tu le disais, Thomas. Oui, c'est sûrement quelque chose qui va être fait. D'ailleurs, sur place, il y a le HCR qui est présent en Arménie. Alors, c'est des procédures particulières parce que il faut que les gens soient déclarés comme réfugiés. Mais par exemple, les institutions internationales, je vais dire un grand mot qui, je ne sais pas comment ça va se traduire dans les faits, mais il faut qu'elles soient mises à contribution. Il faut qu'on leur demande de contribuer. Alors, je vous dis ça, je ne dis pas que c'est moi qui vais les sonner chez eux demain matin, mais il y a des choses à faire. Les institutions doivent contribuer. En tout cas, on espère qu'elles vont le faire. Les institutions internationales, je veux dire. L'État arménien, à mon avis, va faire ce qu'il peut. En tout cas, je ne vais pas être là pour donner des leçons. Je pense que l'État arménien est quand même conscient des réalités. La population s'est déjà énormément mobilisée et la diaspora doit être mobilisée, doit rester mobilisée. Il va continuer à se mobiliser pour la suite. Et en tout cas, nous, chez Charjoum, évidemment, on va continuer sur cette logique qui a toujours été la nôtre. Hormis la question humanitaire, moi je réitère ce que je disais tout à l'heure. L'État arménien fait avec ses moyens, mais là il va devenir vital de pouvoir avoir une armée plus grande et mieux entraînée. Et le réservoir, c'est la diaspora. Ça veut dire on va devoir. Alors j'aime pas donner des comparaisons par rapport à d'autres pays, mais la question, par exemple, de la Suisse, vous savez comment l'armée suisse prospère, c'est-à-dire que chaque citoyen homme est potentiellement réserviste. Je pense qu'on doit faire pareil, y compris avec les Arméniens de diaspora, ce qui va vouloir dire que les Arméniens de diaspora vont devoir s'engager. C'est un engagement qui est quand même lourd de sens. Il va falloir réfléchir à ça. Au volontariat, par exemple, Israël fait ça. Israël Oui, fait un service militaire pour sa oui, diaspora au volontariat et un service civil. C'est-à-dire que des gens peuvent venir apprendre tout ce qui concerne la logistique pendant 1 an, pendant 6 mois, etc. Au volontariat, bien sûr. L'Arménie n'a pas compétence à forcer qui que ce soit. Mais cette question va se poser, notamment maintenant, le volontariat civil. Pour que des civils viennent notamment s'occuper des réfugiés, mais aussi peut-être refonder une partie de l'Artsakh encore sous notre contrôle qui a été ravagée par les bombardements. Cette question va être importante.
En tout Sur un cas, il ne faut aspect un pas petit être abattu. Il faut Ouais. reprendre la lutte. Sur un aspect un petit peu plus politique, on avait une question sur laquelle on va essayer de répondre très rapidement, hein, parce que le live commence à toucher à sa fin. C'est fatigant aussi pour nous et j'imagine pour vous de rester sur 1h30. Des gens qui demandaient s'il faut continuer à se battre pour la reconnaissance de l'Artsar. Pour moi, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que la reconnaissance de l'Artsar indépendant, c'est pas une fin en soi. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de pays qui ont été reconnus comme indépendants, qui ont été occupés, qui sont parfois toujours occupés. Je pourrais vous faire une liste hein, avec des pays qui l'ont été à la période coloniale. Je vais leur donner un seul hein, qui va parler à tout le monde, c'est Chypre. Chypre, ça fait plus de 45 ans que c'est occupé par la Turquie. Ça va parler à tout le monde parce que c'est exactement une situation analogue à ce qui pourrait se passer. Donc même si l'Artsakh est reconnu comme indépendant, si l'Azerbaïdjan veut l'occuper, c'est pas la communauté internationale qui va se bouger et on peut constater qu'effectivement, elle ne va pas bouger pour nous. Donc c'est pas une fin en soi. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas croire que c'est la solution miracle. Ça, c'est évidemment le discours qu'on tenait avant la situation actuelle. Maintenant, je ne sais pas s'il faut forcément changer de discours. Pourquoi? Parce qu'il nous reste un petit bout de territoire d'Artsakh qui est encore à nous, dont le statut est indéfini. Si on arrête d'en parler maintenant, on n'aura rien. On n'en a pas parlé pendant 30 ans, grosso modo, hein. Avant la guerre qui vient de commencer en septembre dernier. On s'est dit, on est en position de force, c'est bon, on en parle un petit peu, mais de toute façon, il n'y a pas de risque. Maintenant, on sait que dans 5 ans, à moins de quelque chose d'extraordinaire qui se passe, les Russes peuvent partir. C'est-à-dire qu'il y en a 5 ans, on a une partie de l'Artsakh qui est encore à peu près protégée. À peu près, un jeu moderne, on verra comment ça va se passer en réalité. Sur ces 5 ans, il faut être actif. Alors, je ne sais pas si la reconnaissance d'un Artsakh indépendant est la solution, mais en tout cas, il faut continuer à parler du sujet. Tout ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux, à titre individuel, là je ne parle pas seulement de Charles Joux, mais de chaque personne qui a partagé pour expliquer ce qui se passait en Artsakh, il faut continuer à le faire parce que là, on n'a pas le temps devant nous. On n'a pas 30 ans. On a 5, après on ne sait pas ce qui va se passer. Si pendant ces 5 ans, pour une raison ou pour une autre, on arrive à être suffisamment efficace pour faire entendre nos voix, peut-être qu'on aura une solution qui sera favorable. Je ne sais pas. Je ne veux pas non plus donner de faux espoirs sortis de nulle part. On ne sait pas comment ça va se passer, mais si on ne fait rien, on n'aura rien. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Donc, je pense qu'effectivement, il faut rester aussi mobilisé sur ces questions un peu plus politiques. Il faut continuer à soulever le sujet. Il faut continuer à se battre. La lutte continue. La lutte armée s'est peut-être arrêtée, mais la lutte politique, elle continue. Pour l'Artsakh. Je ne sais pas si vous voulez réagir, du coup, Loris Richer, à ce sujet ou Ah, sur d'autres sujets. pour la question de l'Alsar, évidemment, de la reconnaissance de l'Alsar, je pense que personne n'est contre. Par contre, ce qui a pu poser certains problèmes, c'est que certains ont fait croire que si la France, par exemple, reconnaissait l'Alsar, la guerre s'arrêterait. Tu as donné l'exemple de Chypre. Il y a des dizaines d'exemples comme ça dans le monde où des pays totalement reconnus sont occupés par des puissances. La France est condamnée chaque année par l'ONU pour occuper Mayotte. Qu'est-ce qu'elle s'en fiche, la France? Elle s'en fiche, c'est une grande puissance, personne ne va rien lui faire. Mais à contrario, alors il y a ceux aussi qui disaient que une fois que la SARC sera reconnue, des casques bleus pourront venir. Les casques bleus étaient là en Yougoslavie quand le statut de Yougoslavie, ex-Yougoslavie n'existait absolument pas, quoi. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut que la SARC soit reconnue pour qu'il y ait des sanctions. Ça ne change rien. Tout ça, c'est des décisions qui sont de l'ordre du politique et pas du juridique. Par contre, la question qui reste en suspens, qui est la grosse interrogation, c'est pourquoi l'Arménie n'a toujours pas reconnu l'Artsakh. À une époque du temps de Serge Sarkissian, on nous disait que c'était avant 2016. On nous disait que c'était pour garder un moyen de pression, comme ça, si l'Azerbaïdjan attaque, l'Arménie reconnaîtra l'Artsakh. Entre-temps, il y a eu la guerre des 4 jours. Et voilà, je ne sais pas. En tout cas, moi, je souscris à ce que disait tout à l'heure Yeriché. Je pense que l'Arménie ne devrait pas reconnaître, ou au moins le Parlement ne devrait pas reconnaître les frontières de l'Azerbaïdjan. Cette reconnaissance de l'Artsakh, c'est quand même une sécurité juridique importante, symbolique. En fait, c'est une étape. Bon, la réalité, c'est que l'Artsakh a tous les éléments constitutifs d'un État. C'est juste que, et ce n'est pas un élément constitutif de l'État, il n'est pas reconnu par les autres États. Il est un État de fait, il a un territoire, un gouvernement, il contrôle ce territoire, il est souverain sur son territoire. Le fait qu'il ait aujourd'hui perdu une partie de son territoire en droit international public,
ça n'obère pas la disparition de l'État. Il y a même des micro-États qui existent. C'est un État qui existe, mais il n'est pas reconnu par les autres États. De toute façon, ils n'ont même pas sauvé les habitants d'Artsakh, les Arméniens d'Artsakh, lorsqu'ils étaient victimes de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre ces jours-ci. Alors, leur donner une force politique, symbolique, pourquoi pas? Peut-être que ça arrivera, mais il faudra mettre une pression d'une autre intensité sur les grandes puissances. Vous savez, les grandes puissances, c'est qui? Les États-Unis d'Amérique, fondés sur le génocide des peuples autochtones? Quel respect pour le peuple autochtone artsakhi les États-Unis vont avoir? La Russie, qui domine des tas de peuples? La France, qui s'y connaît très très bien, qui n'est pas totalement décolonisée? Comment va-t-elle aider un des derniers peuples qui lutte pour son émancipation? Et les exemples sont très nombreux. Mais pourquoi pas? Mais la question du lobbying est là intéressante, importante. Il faut que ça soit d'un niveau bien supérieur à celui-ci, au moins du niveau mis en œuvre dans les années 2000 et avant ça, lors des reconnaissances du génocide des Arméniens au Parlement européen, aux Nations Unies, etc. Là, il y avait un maillage territorial de partout en Europe et dans le monde, de gens qui œuvraient, qui travaillaient, qui avaient des dossiers et qui agissaient auprès des plus hautes instances des institutions internationales. Le monde était peut-être différent, le contexte aussi. Ils étaient politiquement appuyés par une certaine violence arménienne aussi. Dans les années 90, on est juste après la période Azala et armée révolutionnaire arménienne. Bon, on est dans un contexte complètement différent aujourd'hui, où les rapports de force sont très différents, où les institutions sont beaucoup moins en quête de légitimité aussi. Les Nations Unies sont respectées par personne. Le droit international est de moins en moins respecté. La Cour pénale internationale est défiée, y compris par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui peuvent attraire devant une juridiction, faire attraire devant de cette juridiction des individus d'État partis au statut de Rome, alors même qu'un certain nombre de membres permanents ne sont pas membres du statut de Rome. Enfin, la légitimité de la communauté internationale, elle en a pris un sacré coup. Donc oui, il faut continuer à se battre pour ça, mais il faut le faire sérieusement. Et l'Arménie au premier chef. Quand Kocharian, je crois que Loris en a parlé, je ne sais plus, a viré l'Artsakh des négociations, je ne sais pas si Loris en a parlé. Non, je n'ai pas eu le temps. Pardon. C'est quand même lourd de sens. C'est l'Arménie qui a fait sortir l'Artsakh des négociations. Un État, c'est aussi une entité qui a le pouvoir de négocier des traités, de négocier à l'échelle internationale. On a viré l'Artsakh de la table des négociations. On a reculé. Je crois que Kocharian arguait en disant qu'il était lui-même Kharabartsi. Oui, mais il n'était pas le représentant de l'État du Karabakh. Et il peut adorer ce pays. Juridiquement et politiquement, c'est une faute ce qui a été fait. Il n'était pas le propriétaire de l'Artsakh. Il faut sortir de ce délire d'État patrimonial aussi. L'État appartient à la nation, au peuple, pas à des individus. Les gens ont un peu trop confondu leurs intérêts et les intérêts nationaux. On a beaucoup trop parlé. Il y a encore beaucoup de monde. Je vais regarder. Je pense qu'il y a encore des questions. Comme vous voulez. Non, il n'y a plus de questions. Effectivement, il y a un petit peu moins de monde. J'ai pas d'autres questions. On va faire une petite conclusion et puis on va s'arrêter là. De toute façon, et ça sera une très bonne conclusion, restez connectés parce que nous, on continue à se mobiliser. On va continuer à faire d'autres lives pour parler d'autres sujets plus précis. Là, c'était pour dégrossir un petit peu ce qui s'est passé. C'était évidemment pas quelque chose qui allait donner des réponses à toutes les questions. D'ailleurs, c'est une question auxquelles on n'a évidemment pas pu répondre.
c'était plus pour qu'on comprenne tous ce qui se passe, qu'on puisse en parler. Maintenant, il faut rester mobilisé. On va continuer à se mobiliser, on va continuer à faire des choses, on va continuer à vous tenir évidemment informés. Il y a d'autres gens qui continuent à se mobiliser, évidemment. Il n'y a pas que Chargeau, il y en a d'autres. Donc n'hésitez pas aussi à suivre tous les gens qui peuvent continuer à faire des choses et à voir comment vous aussi, vous pouvez vous engager pour aider, que ce soit financièrement pour ceux qui ne pourraient pas partir, ceux qui peuvent partir pour du volontariat, ça serait encore mieux si c'est possible. Si ce n'est pas possible, voilà, chacun fait comme il peut, mais chacun doit faire. Je pense que chacun doit faire, et là, c'est le moment où la diaspora doit plus encore se mobiliser. Nous, évidemment, on va continuer, et on vous tiendra au courant, donc restez connectés sur la page Chargeroom, les informations continueront à arriver, et les prochaines actions également. Sur ce, je souhaite à tout le monde une bonne soirée, et on va terminer ce live maintenant. Bonne Et soirée. restez soudés. Restons soudés. Restons soudés. C'est coupé. C'est coupé là?